Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous pétez la forme. Voilà, de mon côté aussi je pète la forme. Donc nous allons travailler aujourd'hui sur Robot Structural Analysis, comme il m'appelait RoboByte. Nous sommes en train de continuer nos séries de formations. Voilà, donc premièrement, je vais vraiment vous présenter mes excuses par rapport au temps que nous venons de passer, sans pourtant pas poster des vidéos sur notre très chère chaîne YouTube. Voilà, donc c'était vraiment indépendamment de ma volonté, puisque ces derniers temps, en tout cas, je suis en train de poursuivre plusieurs choses au même moment. Et prière vraiment de patienter juste un tout petit peu. D'ici là, vous allez recevoir des tutos ou des vidéos qui sera toujours très importante concernant ce que vous cherchez. Voilà, et dorénavant, aujourd'hui, nous allons répondre à une question, puisque c'est parmi la question que beaucoup de téléspectateurs ont posée. Voilà, donc sur les radiers. Voilà, donc nous allons travailler aujourd'hui sur les radiers. Donc par rapport au projet que vous êtes en train de voir ici, nous allons répondre aux multiples questions de nos très chers abonnés. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner donc un radier général sur Robot Structural Analysis. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire. Voilà. Alors, le projet que vous êtes en train de voir ici, en réalité, c'est un bâtiment R+5. Voilà, ça c'est les rez-de-chaussée. Vous avez donc d'autres niveaux et au-dessus ici. Donc, c'est un bâtiment R+5. Mais les radiers que nous allons faire ici, nous allons donc travailler sur un bâtiment R+7. Voilà, donc cela revient à dire que nous allons ajouter tout simplement des niveaux ici. À la partie supérieure ici, nous allons ajouter donc des niveaux de manière à ce que nous puissions travailler directement sur ces projets. Voilà, je le fais exprès pour vous montrer donc déjà la différence qui existe entre un radier plat et un radier nervuré. Donc nous allons traiter, je vais vous montrer d'abord le type de radier qui existe récemment. Voilà, et puis nous allons travailler sur les radiers plats et on pourra également travailler sur les radiers nervurés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je vais premièrement ajouter des niveaux au-dessus ici. Voilà, comment nous allons procéder. Premièrement, je viens d'abord ici. Voilà, dans dernier niveau ici, donc le cinquième niveau, donc R+5. Voilà, donc je viens ici. Je clique tout simplement au-dessus ici. Alors, vous avez la possibilité soit de filtrer. Hein. Si vous voulez filtrer, c'est juste question de double-cliquer. Vous allez voir comment est-ce que je vais filtrer d'autres niveaux. Voilà, c'est déjà filtré. Je suis resté avec le dernier niveau ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord clic droit ici et je descends justement ici. Alors, je vais d'abord ajouter les étages ici. Donc, j'ajoute d'abord étage. Donc, je clique sur ajouter l'étage. Je clique une seule fois. Voilà, directement, il y a un message qui apparaît ici. Je sais très bien que le dernier niveau que j'ai ici, c'est R+5. Alors, moi, je vais ajouter des niveaux au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Premièrement, après R+5, donc j'aurai R+6. Voilà, R+6. Alors, la hauteur ici, je vais uniformiser seulement les hauteurs. Donc, la hauteur sous plancher que je vais ajouter au-dessus, ça sera toujours de 3,50 m. Voilà, puisque les rez-de-chaussée que nous avions travaillé ici par rapport à ces projets, c'était des 4 mètres. Et d'autres niveaux, ça fait 3,50 m. Donc, je vais travailler avec les 3,50 m. Et puis, je viens maintenant sur la géométrie. Je vais l'ajouter aussi au-dessus. Non, je prends donc en haut. Donc, je vais l'ajouter à partir du cinquième niveau de l'autre côté. Et nombre de répétitions, je vais ajouter des niveaux. Donc, je mets seulement des. Voilà. Et puis, je peux directement cliquer sur OK. Je clique sur OK. Je vais patienter. Voilà. Et déjà, vous avez la possibilité de voir que je viens d'ajouter quelques éléments ici. Attention, je vais bien voir ça. Qu'est-ce que je fais? Attention. Voilà. Donc, les deux niveaux ajoutés sont là. Regardez ici, R+6 et puis vous avez R+7. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais d'abord quitter la simulation du vent. Je viens ici. Je peux prendre, je prends même ça. Voilà, pour essayer un peu de voir ça très bien. Je vais défiltrer aussi. Je vais défiltrer d'abord les niveaux. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, maintenant, à ce niveau ici, ce que je viens d'ajouter en réalité, ce sont des lignes de construction. Mais déjà ici, je vois que j'ai déjà ajouté des niveaux, mais sauf qu'ici, cela n'apparaît pas. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais d'abord sur projection. Je clique d'abord sur projection. Je vais vérifier d'abord
en plan pour essayer un peu de voir si ici également il n'y en a pas. Bon, je vais rentrer. Je rentre tout simplement sur vide. C'est-à-dire que je dois aller premièrement au niveau de ligne de construction pour faire apparaître directement mes lignes de construction dans mes étages. Je vais d'abord défiltrer. Je vais défiltrer, puis je viens ici. Je n'ai pas encore défiltré, je vais patienter. Voilà, là c'est bon. Je viens ici, je vais prendre d'abord ligne de construction. Voilà, donc je viens ici. Je prends d'abord l'axe des aides. Exactement. Voilà, donc je viens, je vais cocher d'abord les étages ici et puis j'applique. J'applique. Vous allez voir maintenant, là, vous aurez la possibilité d'obtenir ça sans problème. Observez. Voilà, donc je viens d'ajouter les deux lignes de construction. Voilà. Donc ici, ça fait R plus 6. De l'autre côté, vous avez R plus 7. Voilà, donc là, déjà, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois également faire ici? Je vais maintenant copier les propriétés tout simplement des derniers niveaux. Et dans les deux niveaux que je viens d'ajouter ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais double-cliquer ici. C'est déjà filtré. Donc, je vais d'abord défiltrer pour reprendre l'opération calmement. Voilà, je vais patienter un tout petit peu. Patiente. Voilà. Le projet, c'est un peu grand. Hein. C'est pour cela, des fois, ça traîne. Voilà. Donc, là, maintenant, je peux faire l'opération. Je viens d'abord ici. Je vais filtrer d'abord d'autres niveaux. Sélectionne seulement les derniers niveaux, donc 5e niveau. Alors, je fais maintenant clic droit. Je viens sur étage. Je vais cliquer sur copier les propriétés de l'étage. Je clique. Voilà. Nombre de répétitions, ça sera combien de fois? Ça sera 2 fois. Donc, je vais copier ça. Et donc, au 6e niveau et 7e niveau. Donc, ça sera 2 fois. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux que appliquer ici. Je vais copier suivant la géométrie, bien sûr, au-dessus. Je clique directement sur OK. Je patiente. Je vais voir maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Je patiente. Je suis en train de patienter. Observez, vous allez voir que je vais copier les niveaux d'une manière automatique. Donc, c'est très, très simple. Voilà, donc c'est cette façon que vous serez à mesure d'ajouter les niveaux sans problème, même si vous êtes en train de faire un grand projet et que tout a été déjà modélisé. Donc, vous avez déjà donc chargé aussi les bâtiments. Vous avez bien évidemment déjà fait aussi la combinaison. Voilà comment est-ce que vous pouvez procéder de manière à ce que vous puissiez donc ajouter d'autres niveaux. Voilà. Donc là, directement, je viens d'obtenir les deux niveaux que j'ai insérés. Donc là, c'est-à-dire que directement, j'ai maintenant un projet de R plus 7. Alors, je peux maintenant défiltrer ici. Je clique ici pour défiltrer. Je vais patienter. Comprenez quand même, le projet, c'est aussi un grand projet. C'est pour cela, des fois, ça traîne. Je vais patienter. Je suis en train de patienter. Voilà. Voilà. À ce niveau, maintenant, vous avez la possibilité de voir ça très, très bien. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc là, maintenant, les projets, j'avais un projet R plus 5. Maintenant, j'ai un bâtiment R plus 7. Donc, les deux niveaux que j'ai ajoutés apparaissent également de l'autre côté au niveau de la légende. Vous avez donc niveau 6 et niveau 7. Voilà, donc cela revient à dire que les radiers que nous allons calculer les radiers par rapport à ces bâtiments, les projets que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc bien entendu, c'est un projet qui a été déjà donc combiné. Donc, vous avez tous les chargements sont là. Voilà, on avait fait aussi la simulation du vent. Donc, une fois que vous prenez donc simulation du vent, vous allez voir que tout a été déjà fait. Voilà. Donc, je voulais premièrement vous montrer d'abord les projets que nous allons donc étudier, de manière à ce que chacune des personnes puisse avoir déjà l'idée de ce que nous allons faire. Et puis, nous allons passer directement donc sur la généralité d'un radier. Voilà. Alors, déjà, nous allons voir premièrement ce qu'on peut appeler donc ce qu'on peut savoir déjà sur la généralité des radiers. Alors, je viens premièrement ici. Ça, c'est le titre de notre formation. Nous sommes en train de faire donc une étude d'un radier général sur Robot Structural Analysis. C'est ce que nous allons faire. Voilà, mais ce qu'il faut savoir déjà en réalité, donc il existe en réalité 4 types de radiers. Voilà, donc nous avons donc 4 types de radiers. Donc, premièrement, nous avons ce que nous appelons donc les radiers dalles et communément appelés également les radiers plats. Voilà, deuxièmement, nous avons donc les radiers nervurés. Et puis, troisièmement, il y a ce que nous appelons les radiers champignons. Voilà, les radiers champignons sous poteau. Et enfin, nous avons ce que nous appelons donc les radiers voûtes. Voilà, donc c'est les 4 types de radiers donc utilisés couramment. Mais ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est les deux que vous êtes en train de voir ici. Donc les radiers plats ou communément appelés les radiers dalles, mais aussi les radiers nervurés. Voilà, donc
la configuration de ces deux types de radiers, donc première et deuxième, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, je viens d'abord ici, je vais prendre peut-être un élément, voilà, je prends même ça. Donc, les deux, c'est que nous allons étudier donc les deux types de radiers que vous êtes en train de voir devant. Donc, nous allons voir premièrement les radiers plats et communément aussi appelés les radiers donc dalles. Et bien sûr, ce sont des radiers qui sous d'autres cieux, c'est un peu peu utilisé. Et les radiers nervurés, c'est les radiers les plus courants, donc ceux qu'on utilise beaucoup plus. Mais d'une manière générale, les deux types de radiers, les radiers donc plats ou les radiers dalles, ou également les radiers nervurés, ce sont des radiers qu'on utilise beaucoup plus importants. Voilà. Alors, je viens également ici. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je viens de dire de l'autre côté. Donc, les radiers plats sont le plus utilisés. Voilà. Mais en réalité, les radiers nervurés sont donc constitués de poutres et de poutrelles croisées. Bien sûr, c'est comme vous avez vu bien entendu ici, hein, ce sont des poutres. Voilà, les poutres sont là, des poutres qu'on peut appeler des poutres principales. Vous avez également des poutrelles. Voilà, donc, dans les deux directions. C'est bien sûr croisé. Voilà, donc ça, ce sont des nervures. Ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont des nervures. Des nervures. Et puis les radiers, c'est ce que vous êtes en train de voir ici en bas. Voilà. Donc ça, c'est les radiers nervurés. Voilà, mais tandis que les radiers plats, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Dans un radier plat, on n'a pas de nervures. Donc vous avez seulement les radiers en bas ici, donc communément appelé la dalle. Et puis de l'autre côté, vous avez directement donc vos poteaux ou vos colonnes. Ça peut être représenté également par vos socles directement. Donc il n'y a pas des poutres donc par-ci par-là, il n'y en a pas. Donc ça représente tout simplement les radiers dalles ou les radiers plats. Et ce que vous êtes en train de voir ici, c'est ça les radiers nervurés. Alors je peux rentrer également ici. Donc je reprends d'abord la définition d'une manière générale. Donc les radiers nervurés sont constitués des poutres et des poutrelles croisées. Voilà, donc qui ont pour fonction de réduire la dalle. Voilà, donc en fait, pourquoi on place les nervures? Les nervures donc ont donc la possibilité tout simplement de réceptionner déjà donc une bonne partie de la charge qui vient du haut vers le bas, donc de la descente des charges, de manière à ce que notre radier ou notre dalle, qui sera bien sûr en dessous de nervures, donc soit un tout petit peu soulagé. Voilà, c'est juste ça. Et les radiers champignons maintenant, ça c'est donc ça se compose tout simplement par des poteaux et des chapiteaux. Voilà, donc les radiers champignons se composent des poteaux et des chapiteaux. Voilà, donc c'est pas vraiment beaucoup plus utilisé ici, hein, donc ça dépend, sous d'autres cieux, peut-être il y a possibilité de l'utiliser, mais ça dépend tout simplement des projets. Il peut y arriver que vous puissiez avoir aussi des projets qui vous poussent donc à réaliser ces genres de radiers. Voilà, donc d'une manière bref, voilà un peu ce que je voulais vous montrer concernant d'abord donc les 4 types de radiers. Mais à ce qui nous concerne, c'est comme je viens de dire là, nous allons donc étudier les 2 types de radiers par rapport au projet que vous avez vu ici. Voilà, par rapport à ces projets, nous allons premièrement, je vais premièrement donc vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc dimensionner un radier et plat. Voilà, on va d'abord commencer par les radiers plats. Et puis nous allons vérifier d'abord, nous allons d'abord étudier ces radiers, si ça tient par rapport à ces projets, et puis on va passer dans un autre projet pour voir comment est-ce qu'on peut donc dimensionner ou calculer les radiers nervurés. Mais si ça ne tient pas, seulement par ces mêmes projets, nous allons passer directement d'un radier plat à un radier nervuré. Donc voilà ce que je vais vous montrer premièrement. Voilà. Alors, voyons maintenant les généralités d'un radier. Donc, je viens premièrement ici. Alors, ce qu'il faut savoir premièrement, et par définition, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle un radier? Voilà, un radier, en réalité, c'est une fondation. Voilà, donc c'est justement une fondation. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, premièrement, donc on peut se dire pourquoi on utilise donc les radiers. Pourquoi on utilise les radiers? Donc, ce qu'il faut savoir justement, les radiers, donc déjà c'est une dalle qui est bien sûr plane. Voilà, donc qui est parfois nervurée, comme je viens de vous montrer, constituant l'ensemble de la fondation d'un bâtiment. Donc c'est justement ça. Alors d'une manière bref, on dira que le radier c'est une dalle donc qui est plane, souvent nervurée, mais qui constitue la fondation d'un bâtiment. Voilà, donc le radier est différent d'une semelle isolée. Déjà, c'est qu'il faut savoir. Donc, c'est différent justement. Donc, le radier est différent d'une semelle isolée sous poteau. Et voilà, puisque nous le savons très bien que en réalité,
la semelle isolée prend cette forme. La semelle isolée prend cette forme. Là, nous sommes au niveau de la généralité. Voilà, prend cette forme. Ça peut représenter une semelle isolée. Voilà, tandis que si vous avez des semelles sous poteau, voilà, donc ça veut dire que vous avez les semelles sous poteau, c'est représenté par cette forme. Peut-être que vous êtes en train de voir ici. Voilà, donc vous avez donc ça peut représenter directement notre premier poteau. Ça c'est le deuxième. Donc je peux nommer ça N1 par rapport à la descente de charge. Ça je vais nommer ça N2. De l'autre côté, je prends seulement N1. Donc ça représente tout simplement donc la semelle isolée. Et ça également, ça représente la semelle isolée, mais qui est bien sûr sous poteau. Voilà, c'est pour cela que je vous ai dit déjà dorénavant que un radier est différent donc d'une semelle sous poteau. Voilà, donc c'est vraiment différent. Et pourquoi c'est différent? Puisque les radiers, lui, donc il s'étend sur toute la surface de l'ouvrage. Par exemple, sa première représentation, ça c'est donc les radiers généraux. Donc disons comment, c'est la semelle isolée. Deuxième représentation, ça c'est la semelle isolée bien sûr, c'est la semelle sous poteau, disons, donc c'est la semelle sous poteau. La troisième représentation maintenant ici, comment est-ce qu'on peut représenter un radier? Voilà, donc je prends l'exemple que ça, nous avons, ça c'est notre bâtiment. Là, je suis en plan, en vue en plan. Ça c'est notre bâtiment. Voilà, supposons que nous avons un bâtiment qui a cette forme, la forme rectangulaire, comme les cas de notre projet ici à peu près. Donc je peux rentrer ici. Alors comment est-ce que je peux maintenant représenter directement un radier? Voilà, donc un radier s'étend sur toute la surface de notre ouvrage, de notre projet. Voilà, donc les radiers s'étendent sur toute la surface des bâtiments. Voilà. Voilà, troisième représentation maintenant, ici je suis en plan. Donc ça représente tout simplement un radier. C'est-à-dire quoi? Les bâtiments est justement à l'intérieur ici. Et puis vous avez donc par-ci par-là, il y a des débords. De l'autre côté à gauche tout comme à droite. Tout ça, ça représente maintenant donc les radiers. Donc c'est pour dire que les radiers donc les radiers s'étendent tout simplement sur toute la surface de l'ouvrage. Donc c'est différent avec la semelle isolée, mais aussi c'est différent avec la semelle sous poteau. Donc voilà. Et donc ça c'était la troisième représentation. Donc première 1, donc c'était justement pour vous expliquer d'abord la définition d'un radier. Qu'est-ce qu'on appelle radier? Voilà, donc c'est ce que nous venons de faire ici. Donc c'est justement une représentation graphique de manière à ce que vous puissiez comprendre très bien qu'un radier est différent des types de semelles que je viens de mentionner justement ici. Voilà. Alors deuxièmement aussi, on peut premièrement d'abord savoir. Voilà, donc et puis ce qu'on peut également savoir, pourquoi on utilise donc les radiers. Donc, d'accord, c'est-à-dire qu'on peut savoir justement pourquoi on le fait. La question pourquoi, je peux tout simplement abréger, hein, voilà, j'écris tout simplement pourquoi on le fait. Voilà, pourquoi on le fait, c'est-à-dire pourquoi on fait les radiers généraux, puisque c'est très important. Voilà, donc il ne suffit pas tout simplement de calculer ou de dimensionner un radier, mais vous êtes aussi obligé d'abord de connaître ou de savoir pourquoi on fait un radier général. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, la généralité que nous sommes en train de faire ici, c'est d'une manière générale. D'une manière générale, que ce soit pour les radiers donc plats ou les radiers nervurés, mais aussi d'autres types de radiers. Mais à ce qui nous concerne, nous parlons beaucoup plus donc aux deux premiers radiers que vous êtes en train de voir ici, les radiers plats et le radier nervuré. Voilà, nous allons maintenant essayer un peu d'expliquer pourquoi on le fait. Alors, ce qu'il faut savoir en réalité, les radiers utilisés justement dans des cas principaux. Donc, il y a plusieurs éléments ou plusieurs paramètres qui peuvent pousser un ingénieur de dimensionner ou de réaliser un radier. Mais d'une manière principale, donc, il y a des cas qui sont vraiment donc un peu principaux par rapport à ce type de projets. Donc, par rapport à ce type de réalisation, donc faire une fondation de radier. Voilà. Premièrement, ce qu'il faut savoir. Et donc, vous avez la possibilité de réaliser un radier si vous avez, par exemple, un sous-sol des bâtiments qui est inondable. C'est-à-dire, donc, vous voulez réaliser un projet, donc il y a présence, par exemple, d'eau dans les sous-sols du bâtiment. Là, il faut justement utiliser les radiers. Donc là, c'est vraiment normal, puisque ça peut arriver que vous allez faire un projet, vous allez réaliser, par exemple, un projet dans un terrain qui est complètement marécagé, dans un terrain où vraiment il y a plein de remontées capillaires.
Mais tandis que les projets que vous voulez peut-être réaliser, c'est déjà un bâtiment R+10, voire même au-delà de ça. Ça peut être également R+10-3, R+10-2, tout ce que vous pouvez peut-être réaliser. Déjà, vu que vous êtes dans un terrain qui est vraiment, donc c'est un terrain inondé, donc un terrain inondable, c'est-à-dire que là, vous avez donc la possibilité tout simplement aussi de penser à un radier, donc de réaliser un radier. Donc, je peux dire que les deux raisons principales pour réaliser un radier, première raison, donc si déjà vous êtes dans un sous-sol du bâtiment qui est inondable, donc sous-sol inondable, voilà, je peux tout simplement écrire ça ici pour que vous puissiez retenir inondable. Voilà, donc j'écris inondable. Donc je peux abréger, donc S sous, S également sol, inondable. Ça c'est le premier élément. Si vous êtes dans un sous-sol qui est inondable, vous pouvez aussi réaliser un radier. Et puis maintenant le deuxième paramètre également, très important. Alors au-delà de ça également, quand la capacité portante du sol est faible, vous pouvez également réaliser un radier. C'est-à-dire que c'est possible, vous pouvez vous retrouver dans un terrain où après avoir peut-être effectué les essais au laboratoire, après avoir effectué tout ce qu'on connaît concernant les essais, tout ce qu'on sait là, et que vous vous rendez compte que la capacité portante du sol donc est tellement faible et complètement faible, on peut également utiliser un radier. Voilà, on peut également utiliser un radier, mais ce qu'il faut savoir maintenant, mais à savoir que quand la capacité portante du sol est faible, là maintenant les radiers utilisés là-bas donc va jouer un rôle tout simplement des répartitions des charges. Voilà, ça va jouer tout simplement les rôles des répartitions des charges. Pourquoi? Puisque là les radiers donc sera réalisé donc sur toute la surface de l'ouvrage. C'est-à-dire que supposons par exemple que dans notre projet, voilà, je prends un exemple, je serai un peu long de manière à ce que vous puissiez retenir d'abord la généralité avant de passer directement à l'application. Supposons par exemple ici, donc le bâtiment que nous voulons réaliser ici, voilà, donc je prends le bâtiment, la portée ici, nous avons une portée par exemple de 15 mètres, je prends 15 mètres ici. De l'autre côté, nous avons une portée de 10 mètres. Voilà, de 10 mètres. Alors, les débords de part et d'autre, je peux prendre un débord ici par exemple de 2 mètres 5, de l'autre côté aussi je prends de 2 mètres 5. Voilà, déjà cela arrive à dire quoi ici? Donc, ça sera combien? J'aurai 15 mètres plus 2 mètres 5 plus 2 mètres 5, donc ça me fera directement ici 20 mètres. Voilà, ça me fera 20 mètres. De l'autre côté aussi, en prenant les débords de 2.5, 2.5, 10, ça fera maintenant 15 mètres. Voilà, ça me fera 15 mètres. Cela arrive à dire quoi ici? Ici maintenant, les radiers vont jouer les rôles de répartition des charges. C'est-à-dire quoi? Je vais réaliser les radiers sur toute la surface de l'ouvrage, sur toute la surface de l'ouvrage, y compris les débords. Donc partout, ça sera couvert par un radier. Voilà, donc je peux réaliser ça, justement pour essayer un peu de renforcer la capacité portante du sol, et je passe directement donc au dimensionnement. Donc voilà, en fait, dans le deuxième cas, on peut étudier justement donc les radiers. Donc je reprends. Donc deuxième possibilité, donc quand je peux même écrire ça directement ici, abréger tout simplement, quand la capacité portante est faible. Donc capacité portante est donc faible. Voilà, j'écris ça comme ça. Retenez tout simplement ce que je suis en train de dire, puisque c'est vraiment difficile d'écrire correctement. Voilà, donc quand la capacité portante est faible, on peut également réaliser donc un radier général. Mais n'oubliez pas que ici, quand la capacité portante du sol est faible, donc les radiers réalisés ici maintenant jouent les rôles tout simplement des répartitions de charges. Voilà, donc c'est ce que je peux soit écrire, si vous voulez, joue les rôles des répartitions. Voilà, joue les rôles des répartitions des charges. Voilà, joue les rôles des répartitions des charges. Donc voilà d'une manière générale, dans les deux cas, dans les deux principaux cas qui peut vous pousser peut-être à en réaliser premièrement un radier. Voilà. Donc c'est comme représenté ici, c'est comme j'ai expliqué ici. Donc une fois que les radiers jouent le rôle des répartitions des charges, donc une plane nervurée, donc qui sera constituée, donc qui constitue en fait dans l'ensemble des fondations d'un bâtiment, qui s'étend donc sur toute la surface de l'ouvrage, comme je vous ai expliqué justement ici. Voilà. Mais lorsqu'on a les cas de sous-sol qui est inondable, par exemple ici, les cas
dans les sous-sols est inondable. Voilà ce qu'il faut savoir ici maintenant. Dans les radiers jouent justement les rôles d'équivélage. Donc ici, les radiers jouent les rôles d'équivélage, mais ils doivent justement donc résister. Donc ça va tout simplement résister donc aux sous-pressions de l'eau, parce que là, il y aura tellement présente de l'eau. Voilà, donc si par exemple vous êtes dans un sol qui est inondable, voilà, donc c'est-à-dire que par exemple par rapport au premier cas ici, donc supposons que nous sommes dans un sol, nous voulons réaliser un radier, là où il y a tellement de l'eau, nous sommes dans un sol qui est inondable. Donc c'est-à-dire que ici maintenant les radiers que vous allez réaliser ici va jouer tout simplement les rôles d'équivélage. Ça va jouer les rôles d'équivélage puisque ça doit justement donc résister aux pressions de l'eau. Voilà, donc voilà en fait les deux cas. Donc premier cas, n'oubliez pas que je peux tout simplement écrire ça ici, cuvélage. Voilà, ça c'est le premier cas. Cuvélage. Deuxième cas ici, répartition des charges. Donc pour essayer un peu d'une manière bref, retenez que le premier cas, lorsque vous êtes dans un sol, sous-sol inondable, les radiers jouent les rôles d'équivélage. Mais tandis que lorsque vous êtes dans un sol où il y a donc la capacité portante du sol est tellement faible, les radiers ici jouent les rôles tout simplement de répartition de charge. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut également voir concernant donc la généralité? Alors pour l'épaisseur des radiers maintenant, premièrement nous allons utiliser d'abord les radiers sous forme de répartition de charge, ou bien carrément on peut aussi utiliser directement les radiers sous forme d'équivélage. Voilà. Et directement donc pour l'étudier, hein, donc c'est-à-dire par rapport aux deux types de cas que je viens de mentionner ici, on peut étudier donc les radiers pour les premiers cas sous forme d'équivélage, tout comme pour les deuxièmes cas sous forme de répartition de charges. Voilà. Alors maintenant, si on utilise les radiers sous forme d'équivélage, il y a donc une méthode qu'il faut justement prendre en compte, c'est qu'on appelle donc c'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez premièrement avoir la possibilité donc de déterminer justement les conditions des soulèvements. Voilà, il faudrait que les conditions des soulèvements, donc il faut vérifier premièrement les soulèvements, et si tout est bien, alors là, il n'y a pas du tout de problème. Voilà comment il faut faire ça. Donc, maintenant, si on utilise les radiers sous forme d'équivélage, donc c'est-à-dire par rapport au premier cas, si on utilise les radiers sous forme d'équivélage, il y a donc une méthode qu'il faut justement donc prendre en compte ici, c'est qu'on appelle, donc il faut justement déterminer premièrement les conditions des soulèvements. Voilà, donc il faut vérifier premièrement les soulèvements, et peut-être il y aura soulèvement, donc car c'est très 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 important. Il faudrait que vous puissiez vérifier les soulèvements pour les cas de cuvélage. Voilà. Alors, et ce qu'il faut également savoir ici, dans la structure justement par rapport au radier, et je peux premièrement vous présenter d'abord une coupe. Voilà ce que nous allons faire. Donc je présente premièrement une coupe des radiers comme vous allez le voir ici, et de manière à ce que nous puissions comprendre également les éléments qui composent justement un radier. Voilà. Alors si je vais représenter une coupe, voilà, des radiers plats, c'est-à-dire que j'aurai quelque sorte, un schéma de la sorte. Voilà, donc ça sera justement, ça va représenter tout simplement l'épaisseur, justement l'épaisseur que vous êtes en train de voir ici, l'épaisseur de notre radier. Voilà, ça sera donc l'épaisseur de notre radier. Et puis ici, pour les radiers plats ici, les radiers dalles, comme il n'y a pas présence de nervures, donc vous aurez directement des colonnes qui viennent ici. Voilà, donc vous aurez directement des colonnes. Ça, c'est une coupe transversale. Voilà, donc vous aurez directement des colonnes ici. Voilà. Alors ça va tout simplement représenter, ça sera donc l'épaisseur que vous êtes en train de voir ici, et que je peux appeler ici les HD. Voilà, les HD. Voilà, ça représente tout simplement les HD. Les HD, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la hauteur de la dalle. Hauteur de la dalle. Je peux tout simplement écrire ça si vous voulez. Je refuse beaucoup plus écrire trop pour ne pas perdre beaucoup de temps. Hauteur de la dalle. Voilà. Voilà, ça c'est la hauteur de la dalle. Et puis ça, ce sont des poteaux. Ce sont des poteaux ou des colonnes. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Voilà. Mais si je vais représenter maintenant une coupe des radiers nervurés, voilà comment est-ce que ça sera. Ça sera vraiment un tout petit peu différent avec les radiers plats. Donc, premièrement, vous aurez l'épaisseur de la dalle.
l'épaisseur de la dalle. Alors, hormis l'épaisseur de la dalle ici, vous aurez également, premièrement, de nervures. Ça représente de nervures. Voilà, donc, ça, ce sont de nervures. Voilà. À part des nervures, maintenant, au-dessus ici, vous aurez directement des colonnes ou des poteaux. Voilà, des colonnes ou des poteaux. C'est ce que je suis en train de représenter ici. Je peux même différencier, je peux même changer les couleurs si vous voulez. Voilà, donc ça, ce sont des poteaux. Ce sont des poteaux. Ça, ce sont de nervures. Voilà, des nervures sont là. Ce sont des nervures. Voilà, et puis ça, c'est justement la dalle. Voilà. Alors, et maintenant, par rapport à la représentation ici de nervures, ça peut également, on peut aussi avoir des nervures continues. Voilà, jusqu'au niveau de la dalle, c'est possible. On peut réaliser également des nervures continues. Ça dépend du concepteur, ça dépend en fait de l'ingénieur. Voilà. Alors, en termes de cotation maintenant, je peux représenter ça ici. De l'autre côté, ici, premièrement, on aura donc les HD. Voilà, les HD ici, donc la hauteur de la dalle. Voilà, donc ça, c'est la hauteur de la dalle. Mais ce que vous êtes en train de voir ici, voilà, ça maintenant, c'est la hauteur de nervure. HN. La hauteur des nervures. Voilà. Mais si par exemple que vous êtes en train de réaliser donc les nervures qui est continue, donc jusqu'au niveau de la dalle, donc c'est à dire que la hauteur des nervures également va changer ici. Donc voilà, donc tout ça, ça fera directement le HN. Le HN. Voilà, donc la hauteur de la nervure sera comme ça, donc ça sera justement l'épaisseur de la dalle, y compris ces deux nervures. Donc ça fait tout ça. Voilà, donc ça c'est justement la représentation de deux types de nervures, deux types plutôt de radiers, radier plat et radier nervuré. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, premièrement, nous allons étudier d'abord la hauteur de nervure. Voilà. Alors, premièrement, d'abord, je peux compléter les informations ici. Tout ça, ça représente donc des poteaux. Voilà, donc ce sont des poteaux ou des colonnes, des poteaux. Et puis ça c'est donc la nervure. Voilà, c'est la nervure. Et puis ça, c'est justement la dalle. Voilà, ça c'est la dalle. Voilà. Alors, maintenant, premièrement, nous allons étudier donc la hauteur de la nervure. La hauteur de la nervure, donc les HN. Les HN, qui est bien sûr donc la hauteur de la nervure. Voilà. Alors, c'est quoi la hauteur de la nervure? En réalité, la hauteur de la nervure, justement, c'est comme une poutre. C'est comme une poutre. Voilà, c'est juste ça. C'est comme une poutre. Hauteur de la nervure, c'est ce que nous allons premièrement étudier. Je peux soit écrire ça si vous voulez. Hauteur de la nervure. Voilà. Alors, pour comprendre ça très très bien, je peux également faire une représentation. Je peux faire une coupe. Donc, une vie en plan plutôt. Je peux faire une vie en plan. Alors, je m'en vais d'abord de l'autre côté. Je prends ça. Voilà. Donc, je peux faire ça ici. Je prends d'abord ça. Voilà, donc nous sommes en train d'étudier d'abord les HN, hauteur des nervures. Je vais faire d'abord donc la vie en plan, VP, donc vie en plan. Comment je peux représenter ça? Donc voilà, je peux représenter ça comme ça. Voilà, en quelque sorte. Et ça, ce sont de nervures. Ce sont des nervures que je suis en train de représenter en plan comme ça. Ce sont des nervures. Ça peut être croisé, hein, donc il y a possibilité d'avoir des nervures suivant cette direction, tout comme dans l'autre direction. Par rapport à cette vie en plan, je prends ça d'abord comme ça. Voilà, donc ici vous avez donc des poteaux. On a des poteaux ici, deuxième poteau de l'autre côté. Je prends troisième poteau, et puis de l'autre côté aussi, je peux ajouter un autre poteau ici, ou colonne. Voilà. Alors, je peux soit écrire, ça c'est donc, ce sont des nervures, donc nervures, ça ce sont des nervures, ça ce sont des poteaux, voilà, ça c'est notre radier, voilà, donc ça c'est notre radier R, ça ce sont des nervures, et ça ce sont des poteaux, voilà. Alors, maintenant,
qu'est-ce qu'il faut premièrement savoir? Il y a d'abord ce qu'on appelle l'anthrax et des poteaux, voilà, parallèles. Ce qu'il faut savoir au moins pour bien étudier premièrement et la hauteur donc de la nervure, il faut d'abord connaître l'anthrax des poteaux parallèles et l'anthrax des poteaux perpendiculaires. Alors, cela revient à dire quoi? Regardez ici, je prends par exemple ça, je viens ici, je vais chercher le milieu, l'anthrax, voilà, 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 donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anthrax parallèle des nervures. Donc, que je peux abréger par la lettre L', c'est l'anthrax parallèle des nervures. Et puis, dans l'autre direction, suivant cette direction, je peux changer aussi de couleur, suivant cette direction maintenant. Voilà, suivant cette direction. Ça, c'est L. Voilà, c'est L. Ça, maintenant, c'est l'anthrax des poteaux qui sont perpendiculaires par rapport aux nervures. Voilà, donc ça, c'est l'anthrax des poteaux qui sont parallèles par rapport aux nervures. Mais ça, ce sont l'anthrax des poteaux qui sont perpendiculaires par rapport aux nervures. Donc, je peux écrire que ça soit ici. Donc, je prends ici. Retenez seulement ce que je suis en train de dire. Donc, L', c'est l'anthrax des poteaux qui sont parallèles par rapport aux nervures. Mais tandis que le L que vous êtes en train de voir ici, c'est l'anthrax des poteaux qui sont perpendiculaires par rapport aux nervures. Voilà. Alors, maintenant, comment est-ce qu'il faut déterminer, comment est-ce qu'on calcule maintenant, on trouve la hauteur des nervures? Dans la hauteur des nervures, les HN, retenez que le HN est trouvé par, l'anthrax et donc le maximum de l'anthrax parallèle de nervure. Voilà, donc le maximum, l'anthrax des parallèles max, qui sera justement divisé par 10. Voilà, qui sera divisé par 10. Et là, vous allez trouver directement, la hauteur des nervures. Voilà, donc ça, ce sont des formules empiriques qu'on peut trouver facilement pour calculer justement donc la hauteur max de notre nervure. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Donc ça, c'est la première possibilité. C'est la première possibilité en fait pour trouver la hauteur de nervure. Ça, c'est la première possibilité. Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs formules empiriques qu'on peut utiliser donc pour calculer, pour trouver cette hauteur. C'est comme je viens de dire là. Donc ça, c'est la formule empirique pour trouver justement la hauteur max de la nervure. Donc qu'on peut directement placer ici. Voilà. Et puis la deuxième possibilité, comment est-ce qu'on peut trouver également la hauteur des nervures ici? On peut également poser le L'. Donc ça, c'est-à-dire quoi? On peut prendre également cette formule. Donc je prends L' max. Voilà, L' max sur 8 doit être inférieur ou égal à Hn. Voilà, Hn inférieur ou égal à L'. À L' sur 5. Voilà, n'oubliez pas que le L' ici, c'est comme je viens de vous dire là. Donc, c'est L' justement, c'est l'anthrax des poteaux qui sont parallèles par rapport aux nervures. Voilà. Donc, c'est ça également, c'est une formule forfaitaire pour trouver justement donc la hauteur de nervure du radier. Voilà. Donc, ici déjà, ce qu'il faut savoir ici, donc, à part ces deux formules, déjà, vous pouvez poser, donc, comme je viens de vous montrer ici, et puis vous calculez directement, vous trouvez donc la hauteur de nervure. Donc, c'est comme je l'ai dit là, donc le L' max ici, ça représente tout simplement, donc c'est l'anthrax des poteaux qui sont parallèles aux nervures. Il y a aussi, selon donc les conditions d'élasticité, ce qu'on appelle justement, ce qu'on peut appeler aussi la hauteur des nervures qu'on peut utiliser donc toujours. Alors, à part donc les deux formules que vous êtes en train de voir ici, vous pouvez également trouver la hauteur de nervure par cette formule aussi. Donc H' et sera égal justement donc à 3 racines carrées de 2. Voilà, de 2 multiplié par l'anthrax max, l'anthrax parallèle max. Voilà.
que vous allez diviser sur le pi, voilà, exposant 4, et puis vous allez multiplier justement par k, les coefficients bien sûr, sur EVJ. Voilà, donc ça c'est la troisième formule, qui peut également vous être utile, de manière à ce que vous puissiez trouver donc la hauteur de la nervure. Voilà, donc rien qu'avec ces trois formules, vous pouvez également trouver la hauteur de nervure. Voilà, et à travers cette formule, déjà, nous le savons très bien que la valeur des pi, les pi ici que vous allez remplacer ici, vous allez prendre donc pi, nous savons donc pi sera égal à 3,14. Voilà, pi sera égal à 3,14. Voilà, ça c'est justement, c'est la racine cubique, hein. Ça c'est la racine cubique. La racine cubique. Et puis les k ici, donc je peux soit vous écrire ça ici. Ça représente tout simplement la racine cubique. Donc c'est très très simple. Vous allez vérifier ça, vous allez calculer et faire des contre-vérifications avec toutes ces formules. Et puis les k que vous êtes en train de voir ici. Les k ici, c'est les coefficients de raideur. Les coefficients de raideur du sol. Voilà, donc les coefficients de raideur. Coefficient de raideur du sol. Voilà. On verra donc comment est-ce que vous pouvez calculer dans le coefficient de raideur donc du sol sur robot structural. Je vais vous montrer ça, comment est-ce qu'on peut les calculer. Donc, sur les coefficients de raideur du sol qu'on peut facilement calculer sur robot structural analysis. Voilà. Et puis, à part ça également, le EVJ. Le EVJ que vous êtes en train de voir ici, le EVJ. Le EVJ ici, ça représente tout simplement donc le module de déformation. Le module de déformation plutôt, qui est qui est différé bien sûr. Donc, c'est-à-dire ici, et donc c'est ça que également qui est différent d'autres modules. Hein. Donc, n'oubliez pas que ça c'est donc les modules disons comment, c'est les modules de déformés. Les modules de déformés et qu'on peut également appliquer ici. Voilà. Donc, c'est justement un module, c'est un module de déformé. C'est un module de déformé qui est différé ici. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, Bayel appelle ça donc le EVG. Le EVG ici, c'est ce que, donc c'est l'appellation par rapport au Bayel. Bayel appelle ça EVG. C'est le module de déformé qui est différé. Voilà. Mais c'est par rapport justement au nombre des jours. Donc c'est par rapport au nombre des jours de FC28. Voilà, c'est par rapport au nombre des jours de FC28. Donc cela revient à dire quoi? En réalité, donc on a ici on peut parler de EV. On peut parler de EV28. Voilà, on peut parler de EV28. Voilà, par rapport à l'appellation de Bayel. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est que je peux également vous montrer. Et donc voilà donc les trois formules pour calculer justement la hauteur de nervure. Voilà. Alors comment est-ce que vous pouvez aussi calculer le EVG ici? Le EVG que vous êtes en train de voir ici, le EVG plutôt, c'est le EVJ. Ça représente justement les jours, hein, c'est le EVJ. Dans les jours ici, c'est le 28. Voilà, le EVJ. Le EVJ ici, on peut calculer ça également et par cette formule. Donc ça sera 3700. Voilà, ça sera 3700 racine cubique. Voilà, 3700 racine cubique de FC28. Voilà, racine cubique de FC28. Voilà, donc c'est par cette formule qu'on peut facilement calculer le EVJ. Voilà. Donc, à ce niveau ici, on peut prendre donc le EV28. Voilà, le EV28 maintenant ici sera justement égal à 300 et sera égal à 3700. Voilà, 3700 racine cubique donc de FC28. De FC28. Donc voilà. Donc c'est la même chose ici, puisque le EVJ, c'est selon l'appellation de Bayel, mais nous le savons très bien que donc c'est par rapport au FC28. Donc c'est là on peut dire directement que c'est le EV28 qui sera justement égal à 3700 multiplié par racine cubique de FC28. Voilà, c'est que
ce qu'on peut retenir par rapport à ces cas ici. Voilà. Et les cas que vous êtes en train de voir ici, les cas que je vous ai montrés de l'autre côté, et les cas que vous êtes en train de voir ici, ces cas, voilà, les cas ici, je peux vous représenter ça ici également. Voilà. Dans les cas ici, justement, c'est les coefficients, hein, c'est un coefficient qui est souvent donné. Voilà, donc je peux écrire ça même, c'est les coefficients donnés, les coefficients souvent donnés. Voilà. Et c'est les coefficients souvent donnés lorsque vous voulez faire l'étude des radiés générales et que les études ont été donc bien entendu effectuées au niveau des laboratoires. Le coefficient K est souvent donné. Donc déjà, vous aurez la possibilité d'avoir le coefficient K. Mais souvent, ce coefficient est multiplié par la contrainte ultime. Souvent, c'est multiplié par la contrainte ultime. Donc souvent, on prend beaucoup plus de coefficient K, on prend beaucoup plus égal à 40. Voilà, donc souvent, c'est donné, ou carrément, donc même si on vous les donne, et ça peut nager tout au plus des 40. Par contre, si vous n'avez pas ça, bon, on peut estimer par rapport à notre cas, on peut estimer le coefficient K. On prend par exemple K égale à 40. Voilà, donc retenez seulement que ces coefficients K, donc c'est souvent, et donc souvent c'est donc multiplié par la contrainte ultime. Voilà, donc pour avoir ça. Donc voilà, je crois que par rapport à la première partie, on peut arrêter donc à ce niveau. Voilà donc d'une manière récapitulative, c'est qu'on a vu concernant la première partie. Nous sommes tout simplement au niveau de la généralité. Nous sommes souvent au niveau de généralité de radier. Voilà donc ce qu'il faut retenir concernant la définition des radiers, pourquoi on le fait. Également la hauteur de, comment peut-on déterminer facilement la hauteur de nervure. Voilà, donc restez toujours connectés. Nous allons continuer de manière à ce que nous puissions directement calculer ou dimensionner les radiers à partir de ces projets de bâtiments R+7. Voilà, merci de votre disponibilité. Partagez cette vidéo, soyez toujours connectés. Abonnez-vous massivement de manière à ce que nous puissions continuer nos séries de formations. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.